des pauvres. On regarde un pays riche qui ne crée pas de croissance, pas de valeur. On regarde un pays qui n'a aucune raison de ne pas dépasser tous les pays de la région dans lesquels il n'y a pratiquement pas de route, pas d'eau courante et pas d'électricité. Et n'importe quel Africain normalement constitué trouverait ça désolant, voire plus. Et donc c'est le premier regard qu'on a sur le Cameroun. Puis après on regarde la succession d'élections. Évidemment, on a un regard tout de suite qui nous interpelle. C'est une élection présidentielle à un tour, ça fait bizarre. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est que les élections passées se sont toutes soldées par des difficultés. La dernière en date, celle de Moïse Kamto, que je salue, qui s'est produite dans des conditions que nous connaissons tous. Puis arrive celle-là. Celle-là n'est pas comme les autres. Pourquoi elle n'est pas comme les autres? Elle n'est pas comme les autres parce que d'abord, Issa Chiroma n'était pas, au départ, destiné à être candidat. Il est lui-même un apparatchik du parti au pouvoir. Il a été ministre 26 ans, 27 ans, et l'un des ardents défenseurs du président Biya. Et puis, cette élection arrive dans un contexte assez particulier. Un pouvoir vieillissant, un président, l'âge n'est pas un crime, mais l'âge est une difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de travailler 10 à 15 heures par jour. Et donc, évidemment, le président Biya n'est naturellement pas capable de le faire. Et donc, ça fait, encore une fois, de cette élection par rapport à 2018, on a 7 ans de plus, pour son âge, c'est énorme. Une élection singulière et différente qui ne ressemble pas aux autres. Puis donc, arrive le président Chiroma, qui dit, au bout d'un moment, j'ai servi, j'ai travaillé, je connais bien le système, pardon de dire système, ça ressemble un peu à un système, de l'intérieur, et donc j'aimerais bien que, cette fois-ci, pour essayer moi-même de comprendre l'avenir de mon pays, de préparer autre chose pour mon pays, de proposer de ma personne, pour être non pas celui pour lequel les Camerounais vont voter en masse, mais celui qui va incarner le changement. Et il le dit dans des mots simples, mais audibles, en tout cas compris par tous les Camerounais. Je veux un État fédéral, je veux faire un seul mandat, il ne sera pas de 7 ans, mais de 5 ans. Je veux rendre la dignité aux Camerounais parce qu'ils en ont besoin. Et puis je veux surtout, désormais, avoir une nouvelle approche de l'élection qui est la nôtre. Et puis, comme je connais bien comment tout ça marche, la fraude telle qu'elle est préparée, les mouvements de masse, comme on les connaît, ne sont plus tout à fait possibles. En tout cas, je suis capable de les faire. Et son génie a été de dire, je vais aller chercher, vérifier les 18 départements les plus significatifs du pays. J'en fais une espèce de plus que sondage. Et je me dis, si je gagne là, rien ne peut, en tout cas du reste du pays, changer la tendance telle que je la possède. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et donc tout cela réuni fait que nous avons une élection qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue jusqu'ici. Alors, malgré les éléments que Issa Chiroma met en avant, c'est-à-dire la connaissance très précise des procès-verbaux et la mise à disposition publique des procès-verbaux d'un très grand nombre de bureaux de vote qui le posent comme celui qui a gagné effectivement dans les urnes, leur prochain rendez-vous, celui de lundi, il a été reporté, c'est le rendez-vous du Conseil constitutionnel camerounais. Beaucoup estiment que ce Conseil constitutionnel est inféodé au pouvoir. Issa Chiroma Bakary a annoncé d'emblée qu'il ne le saisirait pas. Donc c'est une sorte de défense de rupture. Qu'en pensez-vous en tant qu'avocat? Alors, il y a deux choses. Traditionnellement, dans souvent beaucoup de nos pays, nous avons donc une élection organisée, contestée à la fin, et un recours, plusieurs recours sont faits, souvent pas suivis des faits, on se dit les choses. Je crois que le Cameroun est absolument familier de ce genre de procédé. Le président Chiroma s'est dit, pour une fois, alors que la charge de la preuve ne me revient pas, je vais vous prouver que j'ai gagné. Et donc, je mets à disposition l'ensemble des PV, sur en tout cas les 18 départements tests tels que je les ai faits, à la fois sur le nombre d'inscrits sur les listes électorales et le nombre de suffrages exprimés. Et je vous mets à défi qui que ce soit capable de me dire que mes PV ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas conformes à la réalité. Et sur ces PV-là et l'ensemble des suffrages exprimés, ils disposent d'une majorité confortable, 64, 63, 65% des électeurs. De telle sorte que les 20% restants, parce que les 18 départements représentent 80% du corps électoral exprimé. Et donc, les suffrages non possédés par lui, c'est-à-dire les 20%, ne sont pas de nature, en tout cas, du point de vue de leur nombre, capables d'avoir une influence pour changer la nature de ce qu'on a eu. C'est l'une des rares fois où on avait un candidat à une élection présidentielle qui brandit ses PV, qui les met sur Internet, qui défie qui que ce soit de lui dire le contraire. Si le pouvoir en place était capable de donner des PV contraires, de sortir lui-même ses PV, de demander à une commission internationale de les expertiser, on aurait dit « pauvre menteur, Chiroma ». Le problème, c'est que personne n'est capable, et il défie qui que ce soit de le faire. Et puis donc se pose la question qui lui a été posée, et je vois venir là-dessus. Mais pourquoi alors il n'attend pas de saisir le Conseil constitutionnel? D'abord, pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Deux, c'est qu'il est totalement inféodé au pouvoir en place. On se dit un peu les pratiques telles qu'on l'a vu jusqu'ici. Et puis à la fin, pourquoi voulez-vous aller contester auprès du Conseil constitutionnel inféodé une situation qu'il possède lui-même, qu'il met à disposition des Camerounais et que chacun est capable de vérifier ou de contester, si le cas échéant, si tant est qu'elle soit contestable? En gros, il estime qu'il a gagné et il n'a pas à contester sa victoire. Mais bien entendu, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vient de dire et il l'a dit dans l'extrait que vous venez de diffuser. Alors vous êtes avocat, vous défendez vos clients devant les juridictions, vous ne le ferez pas devant le Conseil constitutionnel camerounais. Est-ce qu'il est envisageable de saisir d'autres types de juridictions? Le plaidoyer en tant qu'avocat que vous porterez, ce sera uniquement devant les institutions politiques ou
ou alors onusienne, quelle est la stratégie qui sera mise en place? Alors, ne me sortez pas du rôle qui est le mien. D'abord, je ne suis pas camerounais, donc ce sont d'abord mes confrères camerounais, au nom desquels je ne m'exprime bien entendu pas du tout. Donc c'est à eux d'abord que reviendra le moment venu la contestation si celle-ci devait avoir lieu, ce qui me semble-t-il assez discutable compte tenu de l'orientation prise par le président Chiroma lui-même. Donc je ne peux naturellement pas parler à leur nom. La deuxième chose, c'est que nous sommes un collectif d'avocats. Enfin, il n'y a pas que moi, tous mes confrères qui sont du Sénégal, du Congo, de France, moi-même d'ailleurs, avons décidé de venir porter main forte à nos confrères camerounais et au candidat Chiroma, dans lequel on lui dit « Si demain vous avez besoin d'une contestation extérieure, de porter ce dossier ailleurs, notre disponibilité est entière. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, d'appui, nous sommes bien entendu là. » Mais la première décision, d'abord, est celle du président Chiroma lui-même. Mais le président Chiroma a fait un autre choix. Le choix est de dire « Je suis le président élu, je suis capable de le prouver, je l'ai prouvé et je vous mets la preuve à disposition. » Pourquoi voulez-vous aller contester une situation de toute façon qui n'est contestable d'abord auprès des conseils constitutionnels et donc pas ailleurs? Après, il y a évidemment le processus de Banjul, il y a l'Union africaine, il y a les Nations unies, on est capable d'aller au-delà. Mais enfin, la contestation d'un différend électoral, ce genre d'organisation est compliqué. Là où nous serons, nous, probablement utiles avec les autres. Si demain, le Conseil constitutionnel, lundi prochain, j'ai vu qu'ils ont pris de nouvelles habitudes, celle de retarder la proclamation des résultats. Tant mieux, si tout cela est pour pousser à une réflexion plus intelligente et à la mise en valeur de l'intérêt du Cameroun d'abord, ce serait une très bonne chose. J'en serais, en tout cas pour ma part, ravi. Si donc le lundi prochain, il arrivait, à tout hasard, aux membres du Conseil constitutionnel, et à ceux qui tirent les ficelles derrière, de proclamer un résultat qui ne soit pas conforme à ce qui est sorti par les urnes, ils prennent le risque de créer une instabilité dans le pays, qui est déjà instable dans une certaine zone, ils vont la créer ailleurs, et probablement dans tout le pays, de créer des conditions, probablement, d'une situation qui n'est ni souhaitée, ni souhaitable, et qui peuvent donner lieu à des exactions. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien, et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Comme vous parlez de la justice pénale internationale. Oui, bien entendu. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible, et en tout cas, nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc là, vous parlez aux responsables de la police, au fameux ministre de l'administration territoriale qu'on appelle l'INEX, et aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui ne pourront pas dire qu'ils ont juste obéi aux ordres. Non, ma démarche, encore une fois, n'est pas de menacer ni d'intimider. Je ne suis pas du tout dans ce rôle-là, je suis avocat et ça s'arrête là. Mais je me dis, si le moment venu, il se trouve que certains ont obéi à des ordres manifestement illégaux, parce qu'aucun ordre n'est illégal quand il vous demande de tuer, ça n'est pas possible. Si en tout cas des responsables venaient à faire cela, et que nous soyons saisis, et nous le serons évidemment, dans ce cadre-là, nous irons jusqu'au bout. Oui. Justement, cette parole-là, ça montre que finalement les Camerounais qui réclament la justice, la liberté, la démocratie, la dignité ne sont pas seuls, parce que d'une certaine manière, l'Afrique et le monde se sont habitués à un Cameroun où rien ne se passe. Et on a l'impression que le pouvoir a réussi à empêcher toute internationalisation de la querelle camerounaise. Et cette fois-ci, le message de ce collectif d'avocats, c'est de dire que en Afrique, dans le monde, il y a des personnes qui se tiennent aux côtés de ce Cameroun qui est dans la rue aujourd'hui. Bien sûr, notre collectif a la particularité, c'est qu'il est composé d'avocats camerounais, bien entendu, mais aussi d'avocats africains. Et donc l'idée de nous dire à chaque fois, voyez-vous, il y a des Européens, des Occidentaux qui viennent nous donner des leçons, n'est pas vrai. Nous sommes d'abord un collectif africain. Et nous sommes un collectif africain parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Enlever le Cameroun de la zone d'Afrique centrale, il ne restera pas grand-chose. Le Cameroun est un très grand pays, c'est un pays riche, c'est un pays qui a son poids, son histoire et sans doute son avenir. Et donc on ne peut pas laisser nos frères camerounais, en tout cas c'est le rôle qu'on s'est donné auprès du président Chiroma, mais aussi à côté de nos confrères camerounais. Hier, on a fait une conférence de presse à Paris. Nous avons attendu l'arrivée de nos confrères, Maître Ngefak, qui est venu du Cameroun, s'asseoir avec nous, ou en tout cas plutôt nous avec lui, pour apporter encore une fois notre soutien et dire à la population et aux Camerounais, je ne sais pas quel sera le niveau de notre contribution, nous restons tout de même modestes, mais en tout cas avec la modestie et les moyens qu'on a, nous sommes évidemment là et nous resterons là. Alors certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiroma Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Et j'imagine que ces avocats, au Cameroun et à l'international, ne resteraient pas les bras croisés si une telle chose arrivait. On n'ose même pas l'imaginer. Le scénario idéal tel que nous le voyons, c'est que, et nous avons des confrères sénégalais avec nous, Lindel, Maître Diordian l'a rappelé hier, le Sénégal de ce point de vue-là est un beau pays en termes d'exemple à donner au continent africain. Le président Macky Sall a téléphoné au président Diomaye pour le féliciter. Le président Macky Sall lui-même avait reçu en son temps un coup de téléphone du président Abdoulaye Wade pour le féliciter. Le même Abdoulaye l'avait obtenu à l'époque du président de Diouf. Donc le Sénégal nous a donné un chemin, une leçon,
Et il n'y a pas de raison que le Cameroun soit moins bien que le Sénégal. Donc notre premier souhait, c'est que le président Biya reconnaisse sa défaite, téléphone et félicite d'abord le peuple camerounais pour sa maturité et son envie de changement. Vous imaginez bien que hier, dans notre conférence de presse, une Camerounaise a pris la parole. Elle a 43 ans. Elle n'a connu que le président Biya. Vous imaginez bien la frustration qu'elle a à avoir son pays qui n'est connu en 43 ans qu'un seul président. Et donc, si ce président, donc le président Biya et son entourage, pouvaient pour une fois accepter que les Camerounais ont fait un choix, qu'ils ont décidé de faire autre chose et de le proclamer, de le reconnaître et de féliciter le président Chiroma pour son élection. Cela dit, pour répondre à votre question, malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée parfois. Et donc on n'est naturellement pas à l'abri d'une bêtise, d'une folie, qui va mettre le Cameroun dans une situation d'incertitude totale. On n'en connaît pas les conséquences. Et en tout cas, nous, comme collectif d'avocats, nous attendons évidemment cette hypothèse parce que nous ne pouvons rien exclure. Et bien entendu, nous agirons avec le candidat, son équipe, et surtout avec nos confrères camerounais auprès desquels nous nous tenons prêts pour toutes les hypothèses et toutes les éventualités. Alors, Maître Jemal Taleb, vous êtes également vice-président du Centre de réflexion sur le Sahel. Au-delà du dossier camerounais, que révèle cette élection sur l'état général de la démocratie, du droit électoral, des mœurs de dévolution du pouvoir en Afrique centrale, et également les provinces sahéliennes camerounaises ayant voté pour Chiroma, les grandes villes sahéliennes du Cameroun, c'est-à-dire Maroua, Garoua et Ngaoundéré, étant déjà prises d'assaut par les manifestants qui sont dans les rues et qui n'ont aucune intention d'en sortir. Y a-t-il là une forme de risque systémique pour le Cameroun, pour la région ? Ma première réponse est d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Ma deuxième réponse, c'est qu'évidemment, le risque, naturellement, est là. Le risque, pourquoi il est là? Parce que vous avez dans le nord du Cameroun tous les ingrédients d'une situation explosive. Une pauvreté importante, une insécurité absolue et des mouvements armés hors contrôle. Si vous ajoutez à ça une crise électorale qui peut durer très longtemps, on ne peut naturellement que avoir peur de ce qui peut arriver. Je préfère rester assez prudent dans mes mots. Et donc, naturellement, le Cameroun, de ce point de vue-là, n'échappe pas aux autres. Mais cette élection camerounaise, encore, je vous l'ai dit, ne ressemble pas aux autres. Je pense que derrière l'élection, il y a un problème de dignité. Et donc, les Camerounais, dont la dignité a été mise à épreuve pendant très longtemps et qui ne l'ont jamais lâchée, se disent encore une fois, nous voulons la dignité d'avoir un président qui soit capable de nous gouverner. Nous voulons la dignité de ne pas avoir une équipe derrière qui tire les ficelles. Nous voulons avoir la dignité d'être gouverné à peu près normalement comme tout le monde et que nous ayons le choix nous-mêmes de nos dirigeants. Vous savez, l'expression démocratique chez nous est sans doute une très bonne chose. Mais au-delà de l'expression démocratique, nous avons l'expression de la dignité de ce que nous sommes et que les Camerounais se restent debout. Et je pense qu'au-delà du Cameroun, dans toute la région sahélienne à laquelle vous faites allusion, ce point de la dignité reste constant, important, et tous les peuples d'Afrique l'ont. Regardez nos dirigeants, regardez nos leaders. Ce n'est pas souvent des grands démocrates, mais ce sont ceux qui nous promettent de la dignité. Et je pense que c'est le cas dans la région de l'AES aujourd'hui. Moi, j'ai tellement de choses à reprocher à la région AES, mais je pense que c'est une expérience qui est intéressante de ce point de vue-là, du point de vue de la dignité, parce que tous les dirigeants de l'AES posent d'abord la dignité comme étant le point. Je pense, moi, que c'est probablement une impasse dans ce qu'elle se fait, mais en tout cas, sur ce point-là, on a le droit de la regarder et de ne pas la mépriser. En tout cas, pour ma part, je ne la méprise pas. Et donc, si nos intellectuels, nos dirigeants, nos hommes politiques, femmes politiques, comprennent que nous avons d'abord une grande soif de dignité, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Alors, vous êtes avocat, vous travaillez dans les tribunaux, mais les avocats font également du plaidoyer. Est-ce que vous tenez à la disposition d'Issa Chiroma Bakary pour ouvrir, si nécessaire, des canaux de dialogue avec ce qu'on appelle la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, ou même la France qui est très observée dans ce dossier, parce que le Cameroun, c'est le berceau de la France-Afrique. Le pouvoir de Paul Biya est l'héritier direct du pouvoir d'Ahidjo, qui a été, entre guillemets, l'instrument des colons contre l'Union des populations du Cameroun. La France, donc, qui a participe à construire ce pouvoir, elle est très observée. Est-ce que vous mettez à la disposition de toute initiative, en tout cas de plaidoyer, en direction de ces instances-là? Alors, je ne suis pas Camerounais, je suis africain. Et donc, je ne suis pas Camerounais, ça ne vous a pas échappé. Et donc, naturellement, on est toujours très prudent de ne pas faire la place des autres, ce qu'eux-mêmes sont capables de faire, et parfois mieux que vous. Et donc, je pense que les Camerounais, dont l'élite dans le monde est très connue, dont la diaspora dans le monde est d'un niveau absolument remarquable, n'aura probablement pas besoin de moi. Mais si tant est, vous me le dites, et qu'on ait besoin de nous, la réponse est non. N'oubliez jamais que le Cameroun, c'est le pays de Oumyobé, c'est le pays de Moumié, c'est le pays de ceux qui sont aujourd'hui là, et on en avait hier une brochette, Kalix Beyala était là, Gaston Kelman était là, même s'il ne soutient pas d'ailleurs le président Chiroma, mais enfin il était là, Marie-Roger Biloa était là, mais enfin je ne vais pas vous les citer tous. Le Cameroun de ce point de vue-là est incontestablement une pépite, c'est le continent africain en termes de gens de très bon niveau. Cela dit, si moi, nous, tous, collectif d'avocats, on était appelés à une mission quelle qu'elle soit, qui soit au service du président Chiroma, mais dans l'intérêt du Cameroun, bien entendu, nous répondrons tout de suite présent. Est-ce que vous avez l'impression que cette attitude, disons, pas de réserve, mais de quant à soi, concernant le Cameroun, on considère que, bon, de toute façon, c'est business as usual et Paul Biya va succéder à Paul Biya pour les siècles des siècles, on peut dire. Est-ce que ces certitudes, entre guillemets, sur le Cameroun, est-ce qu'elles sont brisées aujourd'hui, à votre avis, avec ce que ce pays donne à voir ces derniers jours? Moi, je pense que l'élection de 2018 était une élection intéressante et que le Maurice Kamto n'a pas, de ce point de vue-là, pas démérité. Mais je pense que cette fois-ci, on a quelque chose de singulier, je le disais au début de notre propos.
Je pense qu'elle arrive 7 ans après et qu'un être humain, c'est fragile, et que le président Biya a un âge qui est aujourd'hui le sien et qui n'est plus capable du même discernement. Et donc cela compte. La deuxième chose, c'est que les Camerounais, 43 ans, c'est énorme. Et 43 ans à diriger le même pays dans les conditions que tout le monde connaissait encore. Il avait rendu un havre de bonheur et de prospérité retrouvée. On n'aurait rien dit, ce n'est même pas le cas. Et donc, il est normal là, cette fois-ci, sans doute beaucoup plus que les autres, que les choses changent. Et que la nature du candidat lui-même est différente. On a face à un homme dont l'intelligence, la pondération, le sens de l'équilibre est reconnu des Camerounais. Il a été ministre très longtemps, il a la connaissance de l'exercice du pouvoir, il connaît les instances du pays très très bien et qu'il est capable de ce point de vue-là de faire la différence par rapport aux autres. Et donc nous sommes probablement arrivés aujourd'hui à un pays, ou en tout cas à un moment où dans le pays, les ingrédients d'un changement important sont arrivés. D'ailleurs, je n'ai pas de doute là-dessus quand je vois le vote massif des Camerounais de l'extérieur dans les grandes villes et l'adhésion très forte à la candidature d'Issa Chiroma, qui représente encore une fois une alternative crédible, nouvelle et probablement une transition pour aller vers autre chose. C'est en tout cas la seule chose que je souhaite de mon côté. Merci.